Et bonjour à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Marc GSI. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse d'action. Si je vous dis télécom, si je vous dis entreprise majeure française dans ce domaine, pas besoin de faire tourner le pot très longtemps, ça ne sera pas très difficile. Vous allez bien sûr me dire et voilà, je pense que je n'ai pas besoin de faire durer le suspense encore plus longtemps. Je ne suis pas peu fier de ce petit montage. Et bien, on va bien sûr parler donc de l'entreprise Orange. Alors, on va parler de cette société, l'analyser et voir un peu quel type de société est-elle, analyser un peu sa politique, son modèle d'affaires, son dividende, sa croissance ou non, etc. Et voir si c'est une entreprise qui pourrait peut-être vous correspondre en fonction de vos objectifs. Bien sûr, ce n'est pas une recommandation d'achat. Encore une fois, je ne suis pas conseiller financier. Faites attention avant de faire vos premiers choix d'investissement, car cela peut avoir des risques de perte en capital. Et c'est parti! Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous allons parler d'une entreprise dans le secteur des télécoms qui n'est autre que bien sûr Orange, vous l'aurez deviné. Donc Orange est une société par action rachetée en 2000 par France Télécom et qui est véritablement qui a pris le nom de Orange en 2013. C'est une société de 140 000 collaborateurs et qui est établie dans 26 pays. L'État, fait important à noter, est actionnaire à 14% de la société. Important à noter parce que le fait d'avoir État comme actionnaire signifie très souvent que c'est une entreprise stratégique pour l'État, mais qui va aussi avoir des conséquences sur la direction de l'entreprise puisque l'État va pouvoir exercer certaines pressions. Par exemple, la 4G, là, le domaine de la 5G, c'est très stratégique et l'État va donc imposer certaines choses à la société Orange qui va la contraindre à exécuter ce que l'État lui demande de faire et ce qui n'est pas forcément ce qui serait le mieux à faire pour l'entreprise ou peut-être pas au bon moment, etc. Et qui va donc avoir des conséquences financières et donc pour vous ou moi en tant qu'investisseur. Le président jusqu'à très récemment était Stéphane Richard, un haut fonctionnaire, ça aussi a une importance, une personne qui vient beaucoup en tout cas du domaine public énarque et personnellement c'est pas quelque chose dont je suis super fan et d'ailleurs on voit que Stéphane Richard avec sa politique de dividendes a souvent été très dépendant de l'État, ce qui est normal puisque l'État est actionnaire, mais cela a quand même pour moi une importance particulière. Concernant le dividende, d'ailleurs Orange a un syndicat très important qui pousse toujours à réduire le dividende ou à ne pas verser de dividende. Bon, voilà, une entreprise assez compliquée à gérer, mais récemment, depuis peu, Christelle Edeman a repris donc les rênes de la société sur la partie vraiment que de la direction, c'est-à-dire que Stéphane Richard reste président et Christelle Edeman restera donc directrice générale. Elle a une formation en polytechnique et a occupé des postes importants chez Alcatel, Nokia et Schneider Electric. Et donc voilà, je mets que la direction va changer en termes de changer ER, excusez-moi bien sûr, en termes donc de profil de dirigeant par rapport à Stéphane Richard qui lui est un haut fonctionnaire quand même de base. Le code d'ISIN de la société que vous pouvez retrouver ici est toujours pareil pour l'instant sur ces vidéos. Voilà, coté sur le marché Euronext Paris, CAC 40, éligible au PEA et SRD, une capitalisation boursière de 25 milliards, un poids dans l'indice de 1,57%, un chiffre d'affaires de 42,5 milliards et plus de 224 millions de clients. En euros, bien sûr, tout ça. Alors, répartition du CA et objectifs. Les objectifs d'Orange, là, pour les années à venir, c'est d'accélérer dans le domaine de la transformation numérique, c'est-à-dire raccorder tous les foyers, tous les bureaux en FTTH, c'est-à-dire Fiber to the Home, donc directement fibré à la maison. Le développement de la 4G et de tout ce qui va avec, de la 5G pardon, et de tout ce qui va avec le développement des infrastructures, les antennes sur lesquelles, ou du moins les structures métalliques sur lesquelles ils fixent les antennes, le développement aussi Orange Marine avec les câbles sous-marins, le réseau fibre optique, passage du cuivre vers un tout fibre optique.
Donc tout ça, c'est des investissements importants en termes d'infrastructure. Ensuite, accélérer dans le domaine du cloud, de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité. Ça, on le voit bien là, dans l'actualité de tous les jours. C'est vraiment un secteur clé qui va prendre beaucoup plus d'importance et qu'Orange va donc accélérer. Ensuite, reprendre de la croissance en Espagne et en MEA, donc c'est-à-dire Afrique-Moyen-Orient, parce que l'Afrique est un marché d'avenir dans le sens où la population va fortement grandir dans les années à venir et donc il y a beaucoup de choses à faire là-bas puisque les infrastructures sont très peu développées. Les revenus vont quand même augmenter pour une bonne partie de la population en Afrique. Il y a donc des marchés très importants en Afrique. L'Espagne, c'est un marché sur lequel Orange est déjà un peu positionné mais veut vraiment accélérer et prendre de l'importance et donc c'est pour ça qu'il y a des acquisitions qui sont faites dans ce domaine-là. Et ensuite, atteindre une politique de net zéro carbone en 2040. Donc voilà, là c'est quand même intéressant le fait d'avoir du net zéro carbone, même si ce n'est pas ce que je vais détailler dans cette vidéo. Voilà, on espérait encore mieux, mais bon, c'est l'objectif actuel, c'est 2040 pour le net zéro carbone. L'activité, donc 80-20, j'ai mis, c'est-à-dire 80% globalement au niveau des particuliers et 20% au niveau de l'entreprise, avec des services financiers comme Orange Bank, Orange Money, la cybersécurité, du service aux opérateurs et aux entreprises, aux particuliers. Voilà, connectivité augmentée, bon ça c'est des termes assez généralistes, mais globalement qui reprennent le développement de la 4G, de la fibre, cloud, IA, cybersécurité et les services qu'il y a derrière tout ça. 56% de chiffre d'affaires est réalisé en France, 16% en Europe, donc hors France, 15% en Middle East Africa et 11% en Espagne. Je n'ai pas mis tout le reste, mais voilà, là on est sur les pays, en tout cas les zones où Orange réalise le plus de chiffre d'affaires. Le modèle d'affaires, donc Orange, on voit qu'il est très transverse en fin de compte. C'est d'abord réaliser les infrastructures permettant de communiquer avec la fibre, les antennes. Donc là on voit Orange sous-marine, là on voit les antennes, les infrastructures permettant ces communications. Donc c'est ce qu'on voit là ici, déployer les infrastructures du numérique, réseau fibre, mutualisation, donc tower cos et fiber cos. Je ne vais pas entrer en détail, mais ça c'est une antenne et ils appellent ça les towers, et dessus ils vont mettre un certain nombre d'antennes. Ça va leur permettre de mutualiser les différents réseaux, c'est-à-dire de mettre des antennes 4G, de déployer de la fibre. Donc ça va leur permettre de déployer un réseau, une connectivité importante. Réseau mobile ici, on voit également avec des antennes mobiles par ici. Connecter le plus grand nombre, c'est ce que j'ai dit, voilà, le fiber to the home, ils ont vraiment une activité importante dans le câblage de fibre optique chez les particuliers et entreprises, et mettre opérateurs également, donc vraiment jusqu'à la maison, vraiment jusqu'à votre porte d'une certaine manière. Et des nouveaux services numériques avec la cybersécurité, du service IT, il y a du cloud, de l'IA, des services financiers avec Orange Bank, Orange Money. Donc voilà, leur levier de croissance et leur modèle d'affaires, il est vraiment large. C'est-à-dire que ils vont essayer d'être dans tous les domaines de l'IT technologique, même si ce n'est pas un modèle qui est totalement vertical, ils ne maîtrisent pas leur chaîne d'approvisionnement de A à Z. Mais il maîtrise, on va dire, de la production du réseau et sa distribution. Quelques indicateurs financiers. Donc les objectifs 2022 pour Orange ont été confirmés pour 2023. Donc vous voyez, on est sur des croissances relativement faibles. Orange est en fin de compte une société mature, société qui va continuer à croître, mais légèrement. On verra ça sur d'autres indicateurs. Donc un EBITDA qui va croître entre 2,5 et 3%. Un chiffre d'affaires qui croît de 0,47% par rapport à 2020, c'est très faible. Un cash flow organique supérieur à 2,9 milliards. Donc ils sont en train de remonter leur cash flow organique. Et le dividende est très dépendant de ce cash flow organique. Une dette assez bien maîtrisée en fin de compte, parce que par rapport à l'EBITDA, on est autour de 2, on est même inférieur à 2.
et un dividende actuel de 0,70. Le rendement donc, du dividende, alors c'est un haut rendement en fin de compte pour Orange. Quand on regarde la moyenne des sociétés du CAC 40, on voit qu'Orange est toujours au-dessus. Mais haut rendement ne signifie pas forcément bon dividende. Déjà, on voit la variation de ce rendement. Là, on a depuis 2013. On a un rendement qui augmente, certes, mais on va analyser ça de plus près. Le dividende de Orange est donc versé de manière biannuelle et le voici. 1,4 € de 2009 à 2011. Division par 2 de ce dividende en 2012. On augmente un peu en 2013. On le baisse à 0,60 2014, 2015, 2016. On le augmente jusqu'en 2018. On le rebaisse en 2019. On l'augmente en 2020. Enfin, bon, en clair, le dividende d'Orange n'est absolument pas stable, ne suit pas une logique permettant de fidéliser les actionnaires. En clair, Orange n'est pas si bien tourné vers ses actionnaires que ça. Et on va essayer d'aller voir pourquoi de manière un peu plus précise. Pas besoin de parler de taux de croissance dividende puisque c'est plutôt un taux de décroissance. Ici, voici le rendement global pour l'actionnaire, incluant donc la performance de l'action Orange et la performance du dividende. On voit qu'en gris, la courbe qu'on a, c'est le total share return du CAC 40 et ici, Orange. Donc en fait, on est bien en dessous. Et ça, franchement, c'est pas fou parce que déjà que le CAC 40, c'est pas un des marchés les plus performants. Quand on voit qu'Orange est inférieur au total share return moyen, on va dire, donc des sociétés du CAC 40, c'est pas une performance qui est bonne et qui est très encourageante. Donc avant de rentrer dans ces conclusions, je vais passer sur la partie des résultats où là j'aimerais vous montrer donc que le dividende de Orange est intimement lié au cash flow. Aujourd'hui, je vous ai montré donc les différents, j'ai pris 4 rapports 2018, 2019, 2020 et Q4 2021 qui présentent les différents indicateurs financiers dont le cash flow opérationnel d'Orange qui en 2018 était de 5,6 milliards. C'est un cash flow qui varie beaucoup, qui provient des activités télécom et qui correspond au versement des dividendes. Quand on retourne sur la présentation au niveau du dividende, en 2018, on avait un cash flow aux alentours des 0,70. Là, quand je repars sur 2019, cash flow organique de 2,3 milliards pour un dividende qui, en 2019, a baissé à 0 à peu près 50. Donc, vous voyez, il est intimement lié. En 2020, c'est ça que je trouve qui est intéressant à noter, en 2020, on a un cash flow de 4,7 milliards. Orange dit donc, on augmente nos dividendes, on a fait une très bonne performance. Cette augmentation de cash flow provient d'un remboursement d'impôt de l'État. Or, l'État est actionnaire d'Orange. Donc, en clair, quand Orange dit recevoir un trop perçu de l'État que l'entreprise Orange avait elle-même versé à l'État, c'est un peu comme si l'État se reversait de l'argent à lui-même. Puisque en 2020, le dividende d'Orange a augmenté à 0 à peu près 90. Alors l'État est actionnaire à 14%, donc l'État récupère un peu son propre argent. Donc quand on nous dit qu'on a une augmentation du dividende suite à une bonne performance d'Orange, en fait non, c'est pas vrai, c'est un remboursement d'impôt de la part de l'État qui fait qu'Orange augmente ses dividendes et ça arrange bien l'État puisque d'une certaine manière ils perçoivent aussi donc, des dividendes de la part d'Orange. Donc en fin de compte, cette croissance du dividende n'est pas liée à une bonne performance d'Orange, elle est liée tout simplement à un remboursement d'impôts de l'État. Et aujourd'hui, Orange a des objectifs pour aller dans les 3 milliards de cash flow. On voit que ça a l'air d'augmenter, d'après ce que j'ai vu sur les chiffres et les projections. Néanmoins, le dividende est repassé donc en 2021 à 0,65. Donc en fait, à 0,70 peut-être. Donc en fait, le dividende d'Orange, je vous dis, il n'est pas là pour fidéliser l'actionnaire. Il est là dans une logique qui suit le cash flow, mais il n'est pas attirant pour un actionnaire, parce que quand ce cash flow varie, le dividende varie d'autant. Et
on voit bien que pendant le Covid, quand l'État a fait une pression sur les entreprises pour réduire le dividende, bah, Orange l'a fait forcément, puisque Orange l'État est actionnaire d'Orange. Donc c'est important à noter pour moi, parce qu'en fin de compte, on n'a pas une société qui est indépendamment gérée, surtout quand elle a été gérée par Stéphane Richard, elle est très dépendante de l'État. L'État aussi, comme c'est une entreprise stratégique, va imposer par exemple des investissements dans la 5G à des moments qui ne correspondent pas à un moment approprié pour Orange, des investissements qui sont très importants, des infrastructures. C'est une entreprise aussi, c'est un domaine qui est difficile, puisqu'il y a beaucoup d'investissements à faire et c'est très concurrentiel. Donc pour une entreprise pour Orange, il faut reconnaître également que ce n'est pas forcément simple d'évoluer dans cet environnement. Mais on peut faire le point avec la société Verizon. Là, je suis sur zone bourse au niveau d'Orange. On voit qu'on a un EBITDA qui est quasi stable, une légère augmentation depuis la sortie du Covid. Mais un dividende qui lui, alors là le dividende n'est pas correct, le vrai dividende d'Orange c'est celui-ci. Donc un dividende qui est irrégulier et un cash flow qui est un free cash flow qui est lui-même assez irrégulier. Et ce que j'aime bien remarquer, c'est que le ROE, donc la rentabilité des capitaux propres, le résultat net divisé par les capitaux propres, c'est le ratio ROE, qui est aux alentours, on voit, des 10%. Pourtant, le fait à noter, c'est que la société Verizon, qui est une société américaine, donc un mastodonte par rapport à Orange, on est sur une capitalisation de 220, là en 2021 on est à 218 milliards, un chiffre d'affaires de 133 milliards, donc ok, c'est pas la même chose. Mais on voit bien pourtant que cette entreprise, premièrement, a une marge d'exploitation bien supérieure à celle d'Orange, alors que c'est une entreprise du secteur des télécoms, c'est une concurrente sur le plan international d'Orange. On est sur les 23, 22, 23, 24%, quand Orange est à une marge d'exploitation aux alentours des, disons 13%. Un dividende qui, lui, suit une logique, suit une croissance, on voit bien, de 44, de 49, de 54, etc. Et un free cash flow qui, lui, est pourtant en variation. C'est pas pour autant que le dividende varie de la même manière que le free cash flow. On voit également que la rentabilité des capitaux propres est de environ 30, disons 25% pour la société. Alors là, les projections sont plutôt négatives, mais on reste quand même bien supérieur à la rentabilité des capitaux propres d'Orange qui est aux alentours des 9-10% dans les années à venir. Donc on voit bien qu'Orange a quand même du travail à faire dans sa gestion pour être une entreprise plus attirante pour les actionnaires et dans sa gestion pour être simplement mieux gérée sur le plan financier. Alors le seul le point qui va en faveur d'Orange à ce niveau-là par rapport à Verizon, c'est tout simplement son endettement financier qui est quand même bien inférieur, puisqu'on est inférieur à 2, alors que là en 2021 on est à plus de 3 et on reste à 3 en 2022. Voilà, donc ça c'est pour faire une comparaison. Maintenant, on va conclure cette vidéo tout simplement donc, à partir d'une diapositive actuelle. Donc Orange est une société aujourd'hui qui est plutôt mature. On a une croissance qui est très modérée, inférieure à 30% au niveau de l'EBITDA. Pas vraiment de stabilité pour l'actionnaire. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus. Quand on regarde le cours boursier d'Orange, on peut voir que ce n'est pas quelque chose qui donne envie. Là, je vais le mettre au max. On a connu un pic, donc la bulle des années 2000, et depuis une descente aux enfers. Clairement, on est passé de 200, à peu près 200 euros à aujourd'hui 11 euros. On voit que certes, il y a une stabilisation. Là, si je mets à 10 ans, même pas. On voit qu'on a une stabilisation, une nouvelle baisse pour remonter un petit peu et rebaisser. Enfin, c'est une entreprise qui n'arrive pas à s'en sortir à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire, on n'arrive pas à avoir de la performance sur le cours de l'action, on n'arrive pas à avoir de la performance sur le dividende. Donc, une société qui n'est pas stable pour l'actionnaire, des hauts rendements mais difficile à intégrer dans un portefeuille long terme du fait de son instabilité. Un secteur pas facile, il faut bien lui accorder ça, qui est soumis à de forts investissements, une pression des pouvoirs publics. Un secteur qui est compliqué, rien que par le fait que Free a par exemple quitté la bourse, je crois que c'est en 2021, donc c'est
C'est pas facile pour une entreprise télécom, il faut le reconnaître, mais il y a des entreprises comme Verizon qui s'en sortent mieux. Alors est-ce que c'est lié à la France par rapport aux États-Unis? Voilà, en tout cas, dans le domaine d'un PEA, c'est pas forcément une société qui est très attirante. Néanmoins, il y a un marché qui est conséquent, qui est intéressant avec la 5G, le cloud, l'intelligence artificielle, la cybersécurité. Donc il y a quand même beaucoup de leviers de croissance pour Orange. Peut-être qu'elle va réussir à sortir et améliorer sa performance. Il y a des fondamentaux qui sont quand même solides avec une gestion des dettes bien maîtrisée. Et peut-être pourrions-nous avoir de meilleures perspectives avec l'arrivée de Christel Edelman, qui sait, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'espère vous avoir apporté un éclairage sur cette société. Voilà, encore une fois, j'ai été plutôt négatif sur cette société. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas l'avoir en portefeuille? C'est mon point de vue. C'est mon point de vue à moi. Ça ne veut pas dire que c'est le vôtre. Peut-être que dans votre logique d'investissement, vous qui visez du rendement, s'il y en a certains qui visent du rendement, c'est une société que vous allez vouloir garder et peut-être que vous changerez régulièrement de société, que vous vendrez quand le rendement descendra en dessous de la limite que vous avez fixée. Voilà, ça peut correspondre à ce genre d'objectif également. Moi, ce n'est qu'un point de vue qui est personnel. Voilà, encore une fois, je ne vous dis pas de ne pas acheter cette société puisque selon vos objectifs, peut-être que Orange est une société intéressante. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant en bas à droite de cette vidéo et puis à mettre un pouce bleu si elle vous a plu, un commentaire pour me donner encore une fois toutes vos recommandations. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!